qui donne un peu moins Bonjour, chers de... étudiants et chères étudiantes. Voilà la troisième partie du cours de sémiotique Pierre Lafèvre. Alors, je vous rappelle que nous avions terminé sur le carré sémiotique où il y avait les pôles en haut sur la ligne horizontale, pouvoir être riche, pouvoir ne pas être riche, et sur la ligne plus bas, horizontale, ne pas pouvoir ne pas être riche et ne pas pouvoir être riche. Je vous rappelle que le but de cette analyse sémiotique, c'est d'arriver à découvrir les structures sémantiques profondes à partir desquelles des quantités de récits peuvent être générées. Évidemment, il peut y avoir d'autres récits dont la sémantique profonde ne sera pas pouvoir être riche. Ça peut être pouvoir être intelligent, ou bien savoir être efficace, etc., etc. Nous partons d'un compte auquel sont liés des milliers et des milliers de récits de la planète, où la problématique fondamentale est pouvoir être riche. Ces milliers, ou sinon millions de récits de la planète, on les trouve bien sûr aussi quand on lit par exemple la vie de Steve Jobs ou du fondateur de Microsoft, où le but, entre autres, a été de pouvoir être riche. Bien, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Alors, c'est là où, à partir de ce carré sémantique, qui représente la sémantique fondamentale du conte Pierre Lafèvre, nous nous consacrons à la syntaxe profonde, sémantique profonde et syntaxe profonde. Et la syntaxe profonde du conte Pierre Lafèvre, comme je vous le rappelle, c'est de partir du pôle ne pas pouvoir être riche pour essayer d'atteindre le pôle pouvoir être riche, avec évidemment des péripéties, puisque la vieille, la sorcière, empêche Pierre Lafèvre d'être riche en lui volant les objets magiques, donc il retombe dans ne pas pouvoir être riche, pour être de nouveau à pouvoir être riche, puis ensuite ne pas pouvoir être riche, à pouvoir être riche, et finalement de ne pas pouvoir être riche à ne pas pouvoir ne pas être riche. C'est-à-dire il atteint, comme Bill Gates, la richesse totale qui fait qu'il ne pourra pas faire autre chose que d'être riche, quoi qu'il fasse. Et ça, c'est évidemment un parcours particulier. Vous le voyez, je mentionne Bill Gates, par exemple, que l'on trouve aussi bien dans le conte Pierre Lafèvre que dans tous les récits des États-Unis qui s'appellent les récits du self-made man, où on part toujours de l'enfant pauvre qui finalement essaye d'être riche et qui finalement ne peut pas faire autre chose que de ne pas être riche. Quoi qu'il fasse, il est riche. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, par exemple, un investisseur qui a des milliards ne peut pas faire autrement qu'être riche. Parce que, mettons qu'il vende ses actions qu'il a achetées 50 $ et il les fait baisser, les actions baissent à 20 $. Il perd de l'argent, mais des millions de gens vont vendre leurs actions parce qu'ils vont avoir peur que la compagnie s'écroule. Donc, quand il va y avoir des millions de gens qui auront vendu leurs actions et que le prix atteindra 20 $ ou 10 $, que va faire ce milliardaire? Il va les racheter à 10 $. Donc il va en fait doubler, peut-être tripler le nombre de ses actions de cette compagnie et il va les avoir achetées à 10 $ ou 15 $. Donc il va être encore beaucoup plus riche. Donc même s'il a essayé d'être moins riche, il n'y arrive pas. C'est cela que cela veut dire, ne pas pouvoir ne pas être riche. Et c'est, grâce à Saint-Pierre, la situation de Pierre Lafèvre dans le conte québécois. Là. Donc vous voyez que même si les agents d'action sont très différents, je parle de Bill Gates ou d'un investisseur, et dans l'autre cas de Pierre Lafèvre, je parle d'un monde techno-capitaliste, et dans le cas de Pierre Lafèvre, d'un monde rural et paysan et religieux. Dans les deux cas, il y a la même structure syntaxique profonde qui nous fait passer de ne pas pouvoir être riche à pouvoir être riche, et finalement à ne pas pouvoir ne pas être riche. Autrement dit, l'analyse du récit selon Greimas nous aide à voir par-delà les différences thématiques, par-delà les différences sociologiques, nous aide à voir qu'il y a une même structure fondamentale et des mêmes contenus
qui mènent à des mêmes transformations et à des mêmes situations, finalement à des imaginaires qui se recoupent là, très fortement. Donc ça, c'est le grand intérêt finalement de l'analyse sémiotique grémassienne. Donc là, nous étions au niveau de la structure profonde, où on s'est consacré uniquement au fondement sémantique. Nous allons maintenant passer à la structure de surface, c'est-à-dire à relier un peu ces structures profondes sémantiques aux actions, des agents d'action qu'on appelle chez Grémas les actants, pour voir ce qu'il se passe. Et alors, au niveau de la structure de surface, il y aura aussi une syntaxe et une sémantique. Donc nous allons commencer par la syntaxe de surface, qui mêle, autrement dit, les éléments sémantiques de la structure profonde avec l'influence des agents d'action qui sont dans le récit. La syntaxe de surface, selon Grémas, est composée de 4 éléments. Il y a le faire-être, qu'on appelle la performance. Il y a l'être du faire, qu'on appelle la compétence. Il y a le faire-faire, qu'on appelle la manipulation. Et il y a l'être de l'être, qu'on appelle la sanction. Donc vous voyez, ce qu'essaye de faire Grémas, là aussi, c'est d'inventer un métalangage, c'est-à-dire un langage scientifique avec un petit nombre d'unités, faire, être du faire, être de l'être, petit nombre d'unités qui va permettre de rendre compte, par abstraction et généralisation, de l'ensemble des situations des récits du monde au niveau de la syntaxe de surface. Alors, si on veut approfondir un peu plus chaque catégorie, nous ne le ferons pas pour toutes les catégories, mais prenons le faire-être, c'est-à-dire la performance, c'est-à-dire en fait l'action que va poser l'agent d'action. Là aussi, à partir du faire-être ou de la performance, on peut distinguer un certain nombre de situations. Alors on va faire un carré sémiotique, comme pour la syntaxe, pour la sémantique profonde, et on va remarquer que la performance, en tout cas dans le cas du pouvoir être riche pour Pierre Lafèvre, peut reposer selon 4 éléments généraux: l'appropriation, côté gauche de l'axe supérieur horizontal, côté droit de l'axe supérieur horizontal, la renonciation. Sur la ligne inférieure, à gauche, il y aura la dépossession, et sur la ligne inférieure à droite, il y aura l'attribution. Donc, la performance qui est mise en scène dans ce récit repose sur des possibilités d'appropriation, de renonciation, de dépossession ou d'attribution. Alors, si on étudie sur ce carré sémiotique, si on réfère ce carré sémiotique à l'intrigue de Pierre Lafèvre, eh bien on va voir que finalement la renonciation n'est pas là dans ce récit-là. Elle peut l'être dans d'autres récits, des récits où il y aura un personnage qui se veut plutôt ascétique, par exemple, mais ce n'est pas le cas là, puisque le cas ici, c'est véritablement pouvoir être riche. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir attribution, c'est-à-dire que Saint-Pierre va donner des objets magiques à Pierre. Donc, un sujet S2 Saint-Pierre, un sujet S1 Saint-Pierre fait que le sujet S2 Pierre va être conjoint à un objet, c'est l'attribution. Et la vieille, par exemple, c'est un autre sujet qui va finalement faire que le sujet S2 Pierre va être disjoint de l'objet de désir qui, à chaque cas, c'est la pierre, le petit cheval, etc. Bien. Donc, sur chaque, finalement, dans le contexte de la performance, on peut voir que toute la problématique du récit repose sur l'attribution et la dépossession, jusqu'au moment où, avec le troisième élément, le bâton et le bourdon,
eh bien il y aura finalement une appropriation par Pierre de sa vie et de la richesse. Donc le bourdon et le bâton vont faire que le sujet Pierre va être conjoint avec l'objet. Donc les parcours finalement pour le faire être, les parcours sur le carré sémiotique pour le faire être vont être attribution, dépossession, attribution, dépossession, appropriation, ce qui va mener justement au fait qu'il va ne pas pouvoir, ne pas être riche. Donc, vous voyez qu'au niveau de la syntaxe de surface, il y a moyen d'analyser à la fois finalement la rencontre de l'agent d'action avec le contenu profond pour pouvoir être riche, et qu'en même temps, chaque élément de cette syntaxe de surface peut être elle-même prise en charge par un carré sémiotique qui distingue les variations dans les modalités de se conjoindre à l'objet. Alors ici, on était au niveau du faire-être ou de la performance. On peut bien sûr poser les mêmes gestes au niveau de l'être du faire, c'est-à-dire la compétence de Pierre qui, par exemple, pourrait être au niveau de l'abandon, ce qui n'est pas le cas. Quand la fève pousse et que la plante pousse jusqu'au ciel, il pourrait abandonner et dire « oh, ça ne m'intéresse pas » ou « j'ai pas la force de monter », etc. Ce n'est pas son cas. Donc sa compétence est une compétence qui se situe non pas au niveau de l'abandon, mais de la convoitise. Donc vous voyez que la compétence du sujet, elle aussi, peut être établie sur un carré sémiotique et que l'on peut distinguer des parcours sémantiques et des syntaxes sur ce carré. C'est la même chose pour le faire-faire et la manipulation, où il y aura un faire-faire qui va être l'intervention, un faire-ne pas faire qui va être l'empêchement, un ne pas faire qui va être un laisser-faire, et un ne pas faire qui va être la non-intervention. Donc à partir de... Et la même chose pour l'être de l'être, qui est la sanction. C'est-à-dire que ce que l'on cherche à faire toujours dans l'analyse sémiotique grémassienne, c'est de déterminer des parcours, des contenus sémantiques et des parcours sur ces contenus sémantiques qui permettent de catégoriser le récit en fonction d'autres récits. Il y aura bien sûr beaucoup de récits dans le monde où le faire-être, la performance dont nous avons parlé tout à l'heure, va reposer sur l'attribution, la dépossession, l'attribution, la dépossession. Ce sont tous les récits justement de pouvoir être riche, où un individu essaye d'être riche et puis n'y parvient pas, rencontre des obstacles, etc., jusqu'au moment où il trouve une solution ou quelqu'un qui l'aide pour s'approprier de la richesse. Alors, aussi bien dans le conte populaire que dans le monde contemporain, ces parcours-là représentent la structuration de milliers de récits, bien sûr. Donc, malgré, encore une fois, les différences thématiques, malgré les différences de personnages, on peut voir qu'il y a des récits qui sont très similaires à travers les siècles, à travers les pays, etc., et que donc, les récits, en bonne partie, à un certain niveau, sont en bonne partie indépendants des États-nations, des religions, etc., parce qu'il y a des pulsions, des intérêts qui sont au-delà de tout cela, même si la thématisation, bien sûr, est liée à une civilisation, à une langue, à une religion, etc., Bien, maintenant nous allons passer au quatrième élément du niveau de surface, c'est-à-dire celui de la classification des rapports de pouvoir des agents d'action par l'intermédiaire du schéma actantiel. Le schéma actantiel, je vous le rappelle, repose sur l'axe du sujet qui désire obtenir un objet, qui est aidé par des adjuvants, qui rencontrent des opposants et dont la mission du sujet est liée à un destinateur et un destinataire. Donc dans la prochaine capsule, nous allons analyser ce quatrième élément de la structure de surface et qu'on va appeler, à partir du schéma actantiel, la sémantique de surface. Je vous remercie. Au revoir.